Allez, on est parti. On est à l'avant-dernière conférence en ce 23 janvier. Et mesdames et messieurs, avant d'accueillir monsieur Yves Tirode, quelques chiffres rapidement sur le groupe BPCE ce groupe est issu de la fusion juste après la crise de 2008 entre la Caisse nationale des caisses d'épargne et de la Banque fédérale des banques populaires. Ce groupe accompagne plus de 31 millions de clients et c'est également dont 9 millions de ces 31 clients sont des sociétaires, mais il est également constitué d'un peu plus de 100 000 collaborateurs et tout ceci sur un maillage important de plus de 8 000 agences sur toute la France. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir monsieur Yves Tirode, le Chief Digital Officer du groupe BPCE. Bonjour Yves. Alors, Yves Tirode, avant d'avoir préparé cette introduction, je me suis aperçu rapidement, après 91, où vous êtes sorti diplômé de l'école supérieure des télécoms, l'école nationale supérieure des télécoms. Vous êtes rentré à France Télécom. Et là, il y a quelque chose qui m'a fait tilt. Vous avez participé au lancement du Tatou. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était ce petit objet. Alors ça a stressé le début de ma carrière. On recevait des numéros. Il restait un numéro et où je disais derrière ma collaboratrice, 1, c'est urgent. 2, ça peut attendre. 3, c'est demain. C'était toujours 1. Incroyable. Et là, en discutant tout à l'heure, vous m'avez dit, mais j'ai pas fait que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu le GSM, la Wi-Fi. J'ai participé à tous ces lancements. C'est incroyable, ça. Tout ça en un quart de siècle. Ouais, c'est vrai que quand on regarde tout ce qui s'est passé en 30 ans, parfois un peu regarder dans le rétroviseur, ça va faire l'objet de ce que je vais vous raconter. Ouais. Pour comprendre ce qui va se passer, c'est toujours intéressant de regarder ce qui s'est passé. En tout cas, ce que je vois, moi, depuis que je travaille dans le digital, c'est un peu ma vie, c'est que ça ne cesse de s'accélérer. Ça va toujours plus vite. Ouais, mais il y a quand même des fondamentaux qui ne changent pas. En particulier, le client. Lui, on va en parler. Il ne change pas. Juste après donc, France Télécom, vous êtes passé à Orange, voyagesncf.com. Vous en avez été le dirigeant, si je ne me trompe pas. Et puis en octobre 2016, vous rejoignez le groupe BPCE. Alors je vais vous passer la main, monsieur Yves Tirode. Merci à vous d'être là parmi nous aujourd'hui. Et puis nous avons hâte que vous nous éclairiez sur les nouveaux horizons de la relation client. Et pas que. Et M. Tirode se prête à un jeu, et c'est tout à son honneur. Il souhaite que les 10 dernières minutes soient du question-réponse avec le public. Donc il y aura des hôtesses, et n'hésitez pas, profitez-en. Merci M. Tirode, et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à tout le monde. Moi, je suis d'abord extrêmement content d'être là pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est à Nantes. Et moi, j'aime Nantes. Alors pourquoi j'aime Nantes? Parce que c'est en particulier quand je dirigeais voyagesncf.com, j'avais pris la décision de mettre les équipes technologiques de cette entreprise à Nantes. Il y a plein de raisons. La première raison, c'est qu'il y avait plein de compétences. Et puis que j'en avais marre, quand elles étaient à Paris, de prier tous les matins pour éviter que les gens s'en aillent, quoi. Donc j'étais très content. Donc ils étaient fidèles, ils étaient compétents et ils étaient plus efficaces. Voilà. Donc c'est une première raison pour laquelle je suis très content d'être à Nantes. La deuxième, c'est que je suis là aussi à l'invitation de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire. Et c'est une caisse d'épargne avec laquelle il est extrêmement agréable de travailler, parce que c'est une caisse d'épargne qui aime innover et qui aime tester. Et ça, je vais vous en parler après. Alors, comme vous l'avez compris, moi, j'ai eu la chance dans ma vie de vivre plusieurs révolutions industrielles et toujours dans un environnement client. C'est vrai que j'ai eu la chance de vivre le lancement du GSM, c'est bien longtemps. J'ai eu la chance de vivre le lancement de l'Internet. J'ai eu la chance aussi d'être le patron de tous les produits d'Orange. Ça, je l'ai été pendant à peu près 5 à 7 ans, hein, de la Livebox à la télé, au lancement même de services en Afrique qui s'appelle Orange Money. Et puis ensuite, la grande chance que j'ai eue aussi, c'est de pouvoir diriger voyagesncf.com. Vous voyez, un grand carrefour d'audience pour tous les Français. Bref, et maintenant, patron du digital du groupe BPCE. En fait, il y a des caractéristiques communes à tout ça. La première caractéristique, c'est que c'est de la technologie
au service du client, mais au service du client, mais dans un univers industriel. C'est des caractéristiques dans lesquelles vous allez offrir à des masses de clients absolument gigantesques des produits technologiques. Et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est peut-être partager avec vous ce que j'ai appris, peut-être les erreurs que j'ai pu commettre, et elles sont probablement assez nombreuses, et puis ensuite échanger avec la salle sur, si vous avez d'autres questions, et je m'y prêterai avec grand plaisir. Il y a un tout premier point que je voulais... j'ai simplement noté quelques points en préparant cette intervention, c'est que je voulais revenir peut-être et regarder dans le rétroviseur, moi, sur les éléments saillants qui m'avaient marqué depuis 30 ans. Peut-être la toute première, alors elle n'est pas technologique, mais j'en parle parce que vous voyez, ça va rebondir sur une évolution technologique et client. C'est l'invention de l'hypermarché. Moi, j'étais tout gamin, quoi, hein, et je me rappelle qu'avoir tout sous le même toit, c'était quelque chose, et de pouvoir faire toutes ces courses en une seule fois, c'était à l'époque quelque chose de totalement révolutionnaire. C'était tout sous le même toit en une seule fois. Après, je me souviens quand j'étais plutôt ado, et un peu geek, je l'avoue, moi je me rappelle de la première fois la promesse d'Apple, au tout début. Et c'était, vous savez brancher une prise électrique, alors vous pouvez utiliser Mac. C'était simple et intelligent. Et puis, après, quand j'étais chez Orange, là, c'était pas en tant qu'utilisateur, c'était plutôt quand j'étais au tout début de ma carrière. Je me rappelle la première fois que j'avais vu le moteur de recherche Google. Et puis, c'est assez rigolo parce que j'étais patron d'une start-up à l'époque. Et en fait, on utilisait Google comme test parce que c'était une page tellement légère et les débits étaient tellement faibles que c'était la seule qui s'affichait vite. Donc, on passait notre temps sur Google et c'était en 2001, tout à fait au début. Et en fait, je me rappelle très bien que moi, chaque fois que j'utilisais, j'avais un choc parce que c'était une case, un mot, et vous avez toute l'information du monde. Et puis ensuite, il y a eu un autre point qui m'a beaucoup marqué. Et là, j'ai eu une chance énorme. J'ai été un des premiers à voir l'iPhone à Cupertino. Et bon, j'avais beaucoup travaillé sur le mobile multimédia. Et là, pour la première fois, je me trouve avec l'iPhone. J'appuie, ça fonctionne. Il n'y a pas de temps de réponse, pas besoin de stylo, pas besoin de souris, besoin de rien du tout. Et là, pour moi, c'était une véritable claque. Et du reste, c'est là que j'ai compris un truc, c'est que c'était mieux de dire digital que numérique, non pas parce qu'on veut... Parce que derrière le mot digital, il y a l'empreinte digitale pour le doigt. Donc, c'est un petit jeu de mots idiot, mais ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et là, je reviens et j'arrête mes exemples, et après, on va parler vraiment de l'expérience de relation client. Mais le tout dernier point, maintenant, c'est que par rapport à ce que je vous ai raconté sur Carrefour, quand j'étais gamin, c'est maintenant, Carrefour est en difficulté face à Amazon. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, la promesse d'Amazon, c'est devenu de tout sous le même toit à tout depuis chez moi. Voilà. Et en fait, s'il y a une caractéristique entre tous ces exemples, il y en a une, c'est que c'est la simplicité. Tous ces exemples, dans tous ces exemples, en fait, ces grandes enseignes, avec la technologie ou pas, du reste, ont tenté ou tentent de simplifier la vie des gens. Et ce qui est vraiment important, c'est que si vous simplifiez la vie des gens et que vous êtes capable de massifier les usages, alors là, vous gagnez le leadership. En fait, c'est marrant parce que c'est un leadership par la simplicité, parce que c'est un leadership par l'appropriation des usages. Alors, l'autre point que je voulais vous dire, c'est que si on tire la ficelle de la simplicité, ça amène aussi un certain nombre de réflexions autour du management. Parce que quand vous voulez faire simple, ça veut dire que vous mettez le client vraiment en face de vous et c'est lui qui pilote tout. Et en fait, si vous faites ça comme ça, en fait, vous devez faire des choix. Et faire des choix, c'est renoncer. Et ça, c'est toujours extrêmement difficile. Voilà, donc simplement pour vous dire que, et là je vais rentrer dans les exemples plus concrets de ce que je vis moi au sein des caisses d'épargne et des banques populaires, mais qui sont il y a plein de choses qui sont très similaires à d'autres industries, c'est que
quand vous partez dans la distribution, dans la relation client en vous disant « je vais faire simple », et vous vous posez toujours cette question-là, vous ne pouvez pas avoir complètement faux. Alors déjà, sur la relation client et digitale, moi j'ai une conviction extrêmement forte, et j'ai pas mal évolué là-dessus, c'est que quand vous menez une transformation digitale, d'abord il faut la mener par le client et pour le client. Et donc, mais il ne faut pas oublier non plus les collaborateurs. Et donc en fait, il est très très important de travailler l'ensemble de votre expérience client et en parallèle de penser à la manière dont votre expérience client se traduit en termes d'expérience collaborateur. Dans notre cas, nous dans la banque, c'est le conseiller. Parfois, on va très très loin et on essaye de faire de la symétrie des intentions entre ce qu'on fournit aux clients et ce qu'on fournit aux collaborateurs. Ce n'est pas évident, hein. C'est très très compliqué à faire. Alors, je vais commencer peut-être par le client et puis pour vous dire comment moi je pense qu'il faut prendre le sujet en termes de relations clients dans un monde quasiment 2020. Déjà, un petit point qu'il faut avoir en tête, et c'est important parce que à la fin de mon exposé, je vais vous parler que de data. Mais je commence par l'expérience client. C'est que la transformation digitale, elle a réellement commencé à peu près en 2005. Et là, on est quasiment en 2020. Donc en fait, on a déjà à peu près 15 ans d'expérience de ce que sont des espaces digitaux clients. Donc 15 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pour ça qu'on peut commencer à théoriser pas mal d'affaires. Donc la première chose que je crois, c'est que, en tout cas chez nous dans une banque, et c'est un sujet qui est probablement très fort dans la banque, moins dans d'autres industries, le sujet qu'on veut vraiment traiter, c'est la banque au quotidien. Et la banque au quotidien, on appelle ça aussi le self-care, c'est comment on se débrouille pour que le client puisse gérer ses opérations et le maximum de ses opérations simples d'une manière autonome et sécurisée. Donc ça a été notre premier axe de transformation digitale. Et on s'est dit, en fait, et bien entendu, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire l'ont fait, mais d'autres acteurs comme les néobanques ont été plus loin au départ, même si on est en train progressivement de les rattraper, je pense qu'on les dépassera. En fait, c'est déjà, vous vous posez la question de tous les services que vous voulez rendre totalement autonomes pour le client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, les choses deviennent assez simples. C'est, pouvoir accéder à son application mobile, parce qu'assez rapidement, on voit que ce self-care, il se fait sur l'application mobile. Ça, c'est très important. Nous, on a à peu près 2/3 de notre trafic Internet qui passe sur l'application mobile. Un client qui télécharge une application mobile Caisse d'épargne, aujourd'hui, c'est une visite tous les 2 jours. Vous voyez, c'est déjà intense. Et on en a à peu près, pour le groupe BPCE, pas loin de 4,5 millions de clients qui se connectent tous les jours. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est quels sont les services qui sont les plus pertinents. Si vous mettez dans votre self-care tous les services et que vous voulez tous les mettre, vous faites une erreur. Hein, tous les services ne sont pas éligibles à être totalement autonomes vu du client. Donc les premiers sujets, nous on les avait vus, c'était clairement, et on avait beaucoup travaillé ça avec les banquiers des caisses d'épargne en particulier, c'est toutes les opérations de virement. On a été très très loin là-dedans. Hein. On a fait des choses qui permettent aujourd'hui de saisir des bénéficiaires à la volée en étant hyper sécurisés. On a même déployé, on a été les premiers à le faire cette année, les transferts d'argent automatiques qui s'appellent instant payment. Hein, c'est-à-dire que votre virement il se fait instantanément, vous n'avez pas à attendre 24 heures. Donc ça, c'est toute la partie autour des virements. Et puis ensuite, l'autre point qu'on a beaucoup travaillé, c'est tout ce qui est autour du pilotage de la carte. Parce que le client, en fait, ce qu'il veut, c'est pouvoir piloter sa carte. Il veut pouvoir désactiver une carte pendant un moment donné. Il veut pouvoir faire opposition. Enfin, toutes ces choses-là, modifier ses plafonds. Donc c'est toutes ces choses vraiment très autonomes qu'il veut faire. Ça, aujourd'hui, ça nous a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, en tout cas pour les caisses d'épargne et les banques populaires, ce sujet de
c'est que ce premier volet qui est l'autonomie du client, on est à peu près bon. Et je pense que pour toutes les industries qui gèrent des bases clients, ce sujet-là, il est très très important. C'est la gestion de la vie du produit du client. Maintenant, je passe à une deuxième étape, qui est la vente. Là, je parlais de la gestion du... J'ai fait exprès de commencer par la gestion du produit. Maintenant, je vais parler de la vente. Alors, moi, j'ai été patron d'un gros site de e-commerce pendant quasiment 5 ans. C'était Voyage SNCF. Et c'était très différent d'une banque parce que moi, je ne gérais pas de stock. C'est-à-dire, mon chiffre d'affaires le matin, quand j'arrivais à mon bureau, il était à 0. Et voilà, donc si ça ne vendait pas, voilà. Donc en fait, j'ai pas mal travaillé sur un site de e-commerce, donc des tunnels de vente, le fait que le trafic qui entre soit le plus converti possible, le fait que les clients fassent le maximum de chiffre d'affaires avec nous, qu'ils achètent de plus en plus de produits, etc. Et alors là, ce qui est intéressant, et c'est quelque chose que je découvre complètement dans la banque, c'est que des produits assez simples, vendre un billet de train, ce n'est pas très compliqué, en tout cas ça ne doit pas l'être, c'est très différent d'un certain nombre de produits de la vraie vie, en particulier les services banquiers. Là, dans la banque, en fait, ce qu'on a vu, c'est que avoir des tunnels de vente digitaux autonomes, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher parce que, en fait, à tous les moments, vous vous engagez plus. Quand vous vendez une assurance vie, que vous travaillez sur l'épargne, la préparation de l'épargne pour quelqu'un qui va prendre sa retraite ou des choses comme ça, c'est pas prendre un billet entre Paris et Nantes ou Nantes et Paris. C'est plus engageant. Et là, en fait, on se retrouve à devoir gérer quelque chose de plus compliqué, qui est comment on va hybrider une expérience digitale et une expertise humaine. Et c'est ça qu'on est en train d'inventer. Et ça me semble infiniment plus intéressant, je dirais, maintenant avec le XXIe siècle bien entamé. Pourquoi ça me semble très intéressant? Parce que ça bat en brèche un certain nombre de raccourcis, selon moi, comme quoi le digital va se substituer à l'humain. Je pense que c'est totalement faux. Et que plus on va avancer, plus ça va être faux. Plus il y aura de technologie, plus il y aura besoin d'humains. Mais pas d'humains qui sont des robots, d'humains qui sont des humains, d'humains qui sont sensibles, d'humains qui écoutent, mais des humains aussi qui sont extrêmement équipés pour pouvoir être performants. Donc voilà, c'est ça qu'on est en train d'inventer au sein des caisses d'épargne et des banques populaires, c'est vraiment cette hybridation entre digital sur la partie vente, entre vraiment la partie qui peut être digitale et la partie qui doit passer par vraiment des points de contact humains. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important parce que ça, on le voit dans la banque où les produits ont une certaine complexité, mais je pense que pour toute la digitalisation du B2B, par exemple, c'est exactement la même chose. Et donc, je sais qu'il y a un certain nombre de PME qui sont là. Quand vous pensez votre transformation digitale en termes de vente, il est très très important que vous pensiez votre présence sur Internet, évidemment, mais ça vous le faites. Mais vous pensiez les parcours de vente et vous regardiez dans votre parcours de vente ce qui doit être fait en autonomie par le client, parce qu'il va avoir le choix, il ne veut pas avoir l'impression d'être coincé, il veut avoir des simulations, par exemple, de crédit en ligne, et puis à quel moment, hop, il a besoin de parler à quelqu'un pour finir la vente. Et ça, c'est vraiment important de le penser comme ça. Alors ça me permet d'y aller maintenant vers le vendeur, vers le conseiller ou vers le collaborateur. Dans l'évolution de la relation client, je pense qu'il y a un point fondamental, c'est la manière dont on fait évoluer la culture des entreprises et la manière dont les collaborateurs d'entreprises perçoivent le digital. Moi, j'ai une conviction forte, c'est que le digital, il doit être inclusif. C'est-à-dire qu'il y a un piège, et je pense avoir... À un moment, moi j'ai pensé, je ne vous le cache pas, en particulier quand je pensais que finalement, en particulier quand j'étais e-commerçant, je pensais que tout ce qui était omnicanal et tout ce qui était, en fait, n'avait pas d'avenir. Je pense complètement l'avenir. Maintenant, plus je progresse dans le sujet, plus je pense l'inverse. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour améliorer et optimiser votre relation client, vous avez besoin d'avoir des collaborateurs qui soient hyper bons en digital. Et
un collaborateur hyper bon au digital, c'est par exemple un banquier qui connaît parfaitement sa banque en ligne. C'est un banquier, je vais y venir à la fin parce que ça me semble être la grande révolution à venir, qui est hyper proche de la data, qui a plein de data et qui sait l'utiliser. Voilà. Donc je crois que les entreprises qui veulent être vraiment à l'aise dans le 21e siècle ont vraiment intérêt à former au digital massivement leurs vendeurs, leurs managers, et à bien expliquer la complémentarité dans cette hybridation entre la partie digitale et la partie humaine. Voilà. Donc ça, nous, on le fait massivement dans le groupe BPCE. On y voit un autre avantage, des programmes de formation, c'est des problèmes d'acculturation, c'est un engagement managérial. Je sais par exemple que la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire le fait massivement. Il y a des coachs, il y a une action managériale pour le digital qui n'est pas la mienne, qui est celle de Christophe Pinault, qui est le président de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, et qui fait que derrière le digital, il y a une sorte de, comment vous dire, de démocratisation nécessaire. Et elle est d'autant plus nécessaire, je prends encore l'exemple de notre caisse d'épargne, c'est que nous servons des clients qui ne sont pas forcément complètement digitaux, eux. Donc on a aussi, à travers cela, un rôle, un corps d'inclusion digitale de gens qui peut-être ont été laissés sur le bord de la route et qui vont peut-être entrer dans le digital par leur application bancaire. Voilà. Donc, vous voyez, derrière cette évolution de relation client, il y a plus. Il y a beaucoup plus. Il y a en fait le fait que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, une entreprise ne peut pas qu'être une entreprise de vente, une entreprise de profit. Une entreprise aujourd'hui, dans le 21e siècle, elle a un rôle sociétal. Et je pense que si elle ne le fait pas, elle passe à côté d'un certain nombre de valeurs qui sont très attendues par les consommateurs. Bon, il se trouve que dans le cadre d'une caisse d'épargne, ça fait partie de nos valeurs. C'est pour ça que en fait, même si on est né il y a 200 ans, on est hyper moderne dans cette partie collaborative, etc. Voilà. Maintenant, je voudrais passer à un dernier point de mon exposé, qui est la data. Alors, je vous ai dit que la transformation digitale elle a commencé en 2005. Je pense qu'aujourd'hui, elle est mature et elle est en train de se déployer massivement. En revanche, il y a une nouvelle révolution qui est en train d'arriver. Tout le monde en parle, mais remettons des choses concrètes derrière. C'est la révolution de la data. Je pense qu'on est à peu près, moi, en termes de maturité, plus je regarde ce sujet-là, plus j'ai l'impression qu'on est un peu à l'équivalent de ce qu'on était en digital en 2003. En 2003, c'est le début du Wi-Fi. Je me rappelle, j'avais beaucoup lancé ça chez Orange. Vous voyez, c'est c'est vraiment le début. C'est vraiment le début de la data. Alors pourquoi c'est le début de la data? Je pense qu'aujourd'hui, sur la data, alors une banque en particulier, mais j'avais vécu la même chose chez Orange, chez Voyage SNCF ou à la SNCF. La data, c'est quand même, je ne vais pas vous dire que c'est le carburant, etc. C'est en fait quelque chose de beaucoup plus important, c'est que c'est la matière première sur laquelle vous allez construire tous vos services. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que non seulement cette data, comme elle est vivante, en plus elle va grandir. Et donc pour moi, ça veut dire que s'ouvre maintenant un nouvel âge de transformation qui est celui de la data. Et je pense qu'il faut le prendre par les usages. Et la seule manière, et pas par la techno. C'est-à-dire que là encore, il faut considérer la techno, il faut considérer les usages. Et après, les deux se rencontrent. Mais on est au tout début. Alors je sais qu'il y a beaucoup de boîtes très technologiques, en particulier à Nantes. Je pense simplement que on est, à part les pure players comme Amazon ou autres, ou Booking.com ou ces gens-là, le reste de l'industrie n'a pas encore mis la data au cœur de son modèle économique. Et donc ça va passer par un certain nombre de choses, il me semble. D'abord, on va avoir un vrai gros sujet, encore une fois, de culture et d'apprentissage sur ce que c'est que la data. Je pense qu'on a un sujet majeur, et je pense que l'actualité récente avec Google le montre, c'est que la data, ce n'est pas que le patrimoine de l'entreprise, c'est le patrimoine de chaque individu, de chaque citoyen et de chaque consommateur.
Donc il va y avoir un sujet qui va arriver qui va être complexe. C'est la manière dont on peut, nous, gérer, nous, entreprises, gérer la data de nos clients. Il se trouve que dans une banque comme les caisses d'épargne, nous, c'est assez clair pour nous, parce que là, encore une fois, c'est dans notre ADN. Nous, aujourd'hui, la data de nos clients, il n'est pas question qu'on la monétise. Nous, la data de nos clients, elle est dans notre coffre-fort. Alors, il se trouve que c'est un coffre-fort plutôt digital maintenant. Mais on l'a toujours fait. On a eu des coffres-forts. On a géré l'argent des gens. Maintenant, on va gérer l'argent. On ne va pas gérer l'argent des gens seulement, on va gérer les datas des gens. Et les datas les plus sensibles. Parce que quand vous regardez bien, quelles sont les datas les plus sensibles? Ben, c'est les datas de santé, c'est les datas financières, c'est les datas. Est-ce qu'on a envie qu'elles se baladent partout? Pas sûr, moi. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que dans la relation client qu'on a, on va avoir un sujet qui est compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'on va inventer une capacité à gérer de la data d'une manière responsable. Et ça, il faut l'inventer, parce que les gens qui gèrent de la data d'une manière massive, aujourd'hui, je vous garantis, je ne pense pas qu'ils la gèrent d'une manière responsable. D'autant plus qu'ils la gèrent pour la monétiser. Nous, on veut inventer un modèle économique différent. Nous, on veut inventer un modèle économique dans lequel la data de nos clients, nous, on l'utilise pour lui rendre un service toujours meilleur et meilleur, meilleur et encore meilleur, en allant vers de l'intelligence artificielle pour faire de la prédiction, en allant vers, encore une fois, peut-être du deep learning pour pouvoir faire des chatbots, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas revenir sur tout ce que peut faire la data parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous le savez très très bien. Mais ce que je pense, et ça c'est un truc fondamental, c'est que dans la relation client de demain, il faut que vous considériez que les datas que vous avez, vous, entreprise, ce sont les vôtres, certes, mais ce sont aussi surtout celles de vos clients. Et ça veut dire qu'il va falloir inventer quelque chose de nouveau. Alors, c'est là que je crois qu'il peut se créer de nouvelles plateformes et de nouveaux écosystèmes. Et je pense que et moi, c'est ce que j'aimerais, moi. J'aimerais bien, peut-être que je suis un peu, peut-être que je rêve un peu, mais moi, j'en ai un peu marre du monopole des plateformes uniquement américaines sur la base d'une culture uniquement américaine. Moi, je suis européen, je suis français, et je veux avoir le choix. Et je pense que des grandes plateformes, elles existent. Et notre objectif, en tout cas, dans la banque, c'est de dire, on est une banque, et pourquoi nous ne serions pas aussi une grande plateforme digitale, une grande plateforme de data, mais avec des règles de fonctionnement différentes. Voilà. Et ça veut dire quoi? C'est qu'une plateforme, c'est aussi créer un écosystème autour de soi. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que la caisse d'épargne, aujourd'hui, elle est là, dans un environnement technologique. Parce que ce que nous voulons, et c'est notre ambition, c'est que vous puissiez progressivement nous considérer comme un partenaire, mais qui va gérer un peu différemment les choses, qui va gérer la data, et qui va créer probablement un écosystème. Voilà, donc j'arrive un peu à la fin de mon intervention, on passera aux questions. Moi, ma conclusion, c'est quoi? Il y a vous avez vu sur la partie de l'évolution de la relation client, pour moi, il y a deux grands streams, en fait. Il y en a un premier qui est celui de la transformation digitale des canaux digitaux, du fait qu'on hybride progressivement les vendeurs ou les conseillers avec les tunnels de vente digitaux. Ça, c'est quelque chose, objectivement, qui technologiquement, en termes de compétences, est assez mûr. Là, on est dans la phase d'industrialisation. Et ça, ce qui est derrière, la vraie promesse client qui est derrière ça, c'est la simplicité. Et puis, il y a un deuxième stream qui apparaît, c'est celui qui est autour de la data. Et là, ce qui est autour, moi je pense que ce qui caractérise en termes de promesse client, qui va arriver autour de la data, ce n'est pas la simplicité, c'est quelque chose d'autre, de très très fort aussi. C'est la confiance. C'est la confiance parce que c'est un sujet, je crois, que les grands acteurs d'Internet ont totalement sous-estimé. Vous venez chez moi parce que vous n'avez pas le choix. Vous ne venez pas chez moi parce que vous avez confiance. Et moi, je pense que les plateformes de demain, à un moment donné, ce ne seront pas celles vers lesquelles on va parce que c'est gratuit et parce qu'on n'a pas le choix. Ce seront celles vers qui on va parce qu'on a confiance. Et si ça se passe comme, je vous le dis là, alors peut-être que j'ai complètement tort, hein, mais moi, c'est plutôt le monde dans lequel j'aimerais vivre. Voilà.
Mais je voudrais simplement revenir à la fin sur le consommateur d'il y a 30 ans. Imaginez le consommateur en 89. Hein, pour certains d'entre nous, on s'imagine en 89. On atterrit aujourd'hui dans notre monde. On serait quand même un peu surpris. Hein. On serait surpris. Hein. On attend, je ne sais pas, pour aller chez le dentiste, on fait ses courses, on commande son billet de train n'importe où, on peut faire du e-learning partout. Je suis sûr qu'un consommateur de 89, il aurait dit, mais est-ce que je peux faire confiance à ces mecs-là qui tiennent toutes les parties de ma vie? Pas évident, vous voyez. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. Hein. Mais c'est un peu voilà, c'est ce que j'ai appris moi pendant ces longues années de travail auprès de clients et puis technologique. Et puis c'est un peu ma passion technologique et je voudrais que tout ça puisse servir aussi à donner un grand élan et que on ne soit pas uniquement vassalisé par rapport à un certain nombre de GAFA américains. Merci. Vous m'avez redonné confiance. Ici, face au GAFA, vous m'avez redonné confiance. On va lancer les questions. N'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions. Seules, quelquefois, les réponses ne regardent que celui qui les donne. Allez, allez-y. Il y a des mains qui se lèvent. Il y en a une là-bas. Merci, okay. Je démarre. Excusez-moi. Comment la Banque Populaire, enfin la BPCE, va concilier sa stratégie numérique et digitale et sa stratégie RSE? La question est un peu fastoche. Hein. Non. Mais je pense que c'est assez complémentaire, en fait. Mais là, encore une fois, je pense que derrière les stratégies, il y a des déclarations, puis il y a aussi des actes. Hein. Donc nous, je prends un certain nombre d'exemples qui ne sont pas forcément digitaux. Hein. Nous, on a commencé au sein du groupe BPCE, c'était chez Natixis, à prendre un certain nombre de positions claires sur ce qu'on finançait et ce qu'on ne finançait pas. On a arrêté de financer tout ce qui était charbon, par exemple. Voilà. Donc il y a plein de choses. Après, la question de qu'est-ce qu'on finance pas, qu'est-ce qu'on considère comme responsable ou pas, ce n'est pas forcément du digital, ça. Hein. Mais il me semble que les deux sont assez complémentaires et se nourrissent l'un de l'autre. On peut voir peut-être aussi dans cette question, et vous l'avez abordé Yves, sur la partie sociétale, c'est-à-dire le numérique qui transforme aussi toute la partie management, la relation avec les salariés, etc. Ça, c'est un point qui est très prégnant dans le groupe. C'est vrai que, après, tous les groupes sont très, très différents, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans le groupe BPCE, le rôle de l'humain, à la fois pour ses clients et puis pour ses collaborateurs, il est très important. On fait pas on n'accepte pas de faire les choses contre les gens. Voilà. On veut les faire avec. Voilà. Donc je ne sais pas si ça c'est RSE ou pas. En tout cas, c'est une réalité opérationnelle qui parfois n'est pas et parfois est contraignante. Hein. C'est-à-dire que c'est très voilà, on y va collectivement. C'est parfois un peu démocratique. Hein. Voilà. Voilà. Je pense que c'est assez moderne en fait. En tout cas, c'est l'inclusion. Donc parfois, ça prend plus de temps parce qu'on forme les gens pour y aller, on prend le temps d'y aller, mais peut-être que ça crée des fondations plus solides. Une autre question? Là-bas? OK. Bonjour. Comment se traduit dans votre groupe la formation au digital et à la data? Vous en avez parlé, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe? Merci. D'abord, ce qu'on a fait, c'est que moi je pense que, alors c'est peut-être que le nom est daté, mais moi j'aime bien les logiques de compagnonnage. J'aime bien la formation par l'exemple. Donc en fait ce qu'on a fait, et il se trouve que, je le dis parce que c'est une réalité, la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire l'a fait à grande échelle. Donc c'est des digital coachs qui sont dans les agences, c'est des collègues qui vous montrent comment ça marche, Facebook ou des choses comme ça, parce que vous n'osez pas forcément le dire quand... Voilà. Sous forme de groupe de travail Ouais. Alors par ailleurs aussi, évidemment, il y a ce côté réseau, ce côté... je ne vais pas dire reverse mentoring, parce que je sais pas si c'est plus que ça en fait. C'est plus ce côté solidaire sur... les gens apprennent les uns des autres. On a aussi lancé quelque chose qui marche pas mal, qui s'appelle BeDigit, qui est une application mobile
qui permet à tout collaborateur sur son mobile de pouvoir se former au digital avec différents niveaux de complexité. Voilà. Donc ça, c'est comment la formation peut être ludique. Il voit sa maturité au fur et à mesure. Ouais. D'accord. Il gagne des points. Enfin, on a fait un truc assez ludique. Je pense que ça, on a commencé à le faire sur le digital et en partant essentiellement de nos canaux digitaux. Mais il y a aussi, maintenant, on va aller de plus en plus loin parce que dans ce qu'on fait en termes de digital, et la data va être évidemment, on va monter vraiment dans le niveau de complexité. Hein. Parce que qui dit data dit intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, machine learning, deep learning, au moins que les gens sachent à peu près ce que c'est, comprennent qu'on en fait. Nous, par exemple, on a lancé une offre qui, je crois, part bien, hein, qui s'appelle le crédit d'équipement pro. Qui est une offre pour les professionnels qui permet d'octroyer une enveloppe de financement avant que le client en ait besoin. Et puis quand il en a besoin, il peut l'ouvrir. Et là, on a par exemple un score d'appétence et un score d'éligibilité, ce qui permet de dire est-ce que le client il est intéressé, et puis s'il est intéressé, est-ce qu'il est éligible à cette enveloppe. Vous êtes force de motivation dans ces cas-là pour amener le client à se transformer. Voilà. Et ben là, typiquement, le nouveau score qu'on va lancer d'éligibilité, il intégrera pas seulement les datas du passé, mais il va commencer aussi à imaginer ce qui va se passer demain. Il va être prédictif. Et là, on fait du machine learning là-dessus, on va le lancer d'ici peu de temps, on va le tester. Hein. Donc on va commencer, et ça c'est très important pour nous, vous voyez, pour une banque, c'est que très souvent la banque, et souvent quand je parle avec des startups, les startups nous le reprochent, c'est-à-dire que nous, notre boulot, on le fait avec les datas du passé. Donc pour une boîte qui se crée, c'est vachement compliqué. Un peu plus compliqué. Donc la prise de risque, elle est un peu différente. Donc là, on a besoin aussi, pour faire notre métier de demain, de penser la data différemment. En fait, c'est assez rigolo, quoi. C'est peut-être comment on peut devenir un grand financeur de start-up grâce au machine learning. Bon, ça peut être sympa. Voilà, donc là-dessus, nous, on va lancer un grand programme de formation à la data. C'est encore des choses avec Christophe et puis ses collègues qu'il va falloir qu'on réfléchisse. Parce qu'évidemment, un programme de formation dit investissement, dit temps, etc. Mais je pense qu'on sera obligé de passer. On ne pourra pas faire l'économie d'un gros programme de formation à la data et à l'usage de la data, sachant que moi, ce que je pense profondément, mais là, encore une fois, c'est une conviction, mais elle n'est pas encore prouvée par mon expérience, c'est qu'on ne réussira que si on est dans des logiques de démocratisation de la data. C'est-à-dire qu'il faudra que dans les entreprises, on n'aura réussi que si la data devient quelque chose de normal et que tout le monde l'utilise. Donc pour ça, il faudra qu'elle soit simple, là, encore une fois, mais aussi qu'on ait bien formé les gens pour qu'ils puissent bien les utiliser. Il y a un petit bout de chemin encore. Oui. On va vous passer le micro. Oui, merci beaucoup. Merci. Ah oui, le micro est là-bas déjà, pardon. Ça sera à vous après, madame. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une petite question. Vous avez parlé de produits, services, plateformes, écosystèmes. Tous les GAFA investissent beaucoup d'argent pour la recherche et le développement, notamment du User Experience Research, donc sur les usages. Vous avez été à la tête de Voyage SNCF, dans une équipe où il y a 10 personnes. Normalement, il y a 6 designers et 4 user researchers. Malheureusement, en France, de ce que je connais, je suis de l'association AFIM, l'association francophone d'IHM, on a fait une étude. Il y a très très peu de formations universitaires qui forment au user research. Vous ne pensez pas qu'il faut éventuellement faire passer une loi nationale qui dirait que dans les équipes de projet, il faut nécessairement débloquer des crédits pour avoir des user experience researchers. Et les GAFA, c'est comme ça qu'ils ont réussi, du moins de ce que je connais. Merci. Moi, je partage beaucoup de ce que vous voulez dire. Vous avez dit, à part le fait qu'on fasse une loi, parce que Il y en a déjà pas mal, les lois. Hein. Mais bon. C'est bon, hein, je crois. Hein. C'est peut-être à prendre en compte. Hein. Sur la UX, moi, j'ai découvert la UX quand j'étais chez Orange et quand je gérais tous les produits d'Orange. Et en fait, je l'ai découverte parce que j'avais récupéré toute l'équipe de Orange UK, qui avait une énorme équipe de design. Et c'était dans les années 2004-2005, vous voyez, à peu près, quoi. Donc vous êtes allé les chercher en Angleterre. En fait, on avait fusionné tout et en fait, on avait pris les équipes de UX. Et moi, j'avais découvert, moi j'avais une approche très produit, très techno, très peut-être souvent financière dans ma approche de faire des produits. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, et ça va avec la simplicité, je crois qu'il ne peut pas y avoir un projet digital, même un projet autre aujourd'hui, sans mettre un UX. Alors, ce qu'on a fait
ce qu'on a fait chez BPCE, moi je sais quand je suis arrivé, c'est qu'on a créé plusieurs choses. D'abord, on a créé une équipe de design. On ne sous-traite pas notre design, on a nos propres designers. Ce qui n'est pas simple. Parce que souvent, les designers, ils aiment bien beaucoup de liberté, ils aiment bien pouvoir passer d'un client à un autre. En revanche, c'est obligatoire. On sommes obligés d'avoir notre propre équipe de design. Donc, on a à peu près une dizaine de designers dans mes équipes. Et on a aussi créé un design book. Alors, vous êtes un pro du domaine. On a tout passé, l'ensemble de nos interfaces mobiles et web sont en Atomic Design maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, mais je pense que c'est par la valeur de l'exemple mais le design est absolument clé, mais il y a une très belle un élément clé. Voilà, et il y a une très belle école de design à Nantes. Hein. Oui, on la connaît bien et elle se développe à l'international. Oui, elle est très bien. Mais il y a encore un peu de boulot, effectivement, sur cet aspect-là, assurément. Madame ? Oui, bonjour. Oui. Marie, vous avez parlé d'une grande plateforme digitale, que vous vouliez vraiment tout regrouper et mettre en place des partenariats. Est-ce que vous pouvez développer un peu l'idée que vous avez derrière ça ? C'est assez, pour l'instant, ce qu'on a fait est assez, on va dire, c'est le début. Déjà, on a pris une décision, on est la première banque à l'avoir fait, de passer un certain nombre de jeux de data publics en open data. On a 97 jeux de data qui sont en open data. Alors ça, on travaille avec une boîte moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Open Data Soft, hein, que j'avais connu à la SNCF. Donc déjà, c'était un premier geste concret. Nos data publiques, on les met en open data. Data publique, hein, bien entendu, on ne parle pas de... Et puis le deuxième sujet, alors là je suis un peu technique, mais on va progressivement ouvrir notre portail d'API. Donc on est en train de réfléchir. Donc les premières API qu'on va ouvrir, ça sera en septembre. Ce seront des API qui sont un peu réglementaires. C'est une directive européenne qui s'appelle la DSP2 qui force les banques à ouvrir un certain nombre de data de leurs clients à l'extérieur sous forme d'API. Donc ça, nous, on sera prêts. Là, ce qui est un peu compliqué, c'est que quand vous ouvrez ce genre de data à l'extérieur via des API, il faut que vous garantissiez d'une manière extrêmement dure la sécurité d'accès à vos comptes. Vous voyez, donc c'est un truc qui est un peu complexe, en tout cas plus complexe que ce que j'avais vécu à la SNCF quand on avait ouvert les API, par exemple, pour la liste des trains en retard, etc. C'est que c'est plus compliqué parce que, en fait, on ouvre des datas qui ont de la valeur, mais qui sont des datas de clients. Donc on ouvre ces datas que si le client est d'accord. Et ça veut dire qu'on est obligé, derrière ces API, de refondre complètement nos systèmes d'authentification forte à notre banque. Voilà, et on a pas mal d'avance là-dessus, je crois, du reste, ça s'appelle SecurePass. Donc, cette ouverture aux data, ça va passer par une modification de l'architecture de notre banque en mode API, de l'open data. Et puis l'autre point qui est très important, c'est que le fait que dans notre politique de banque régionale, on aille de plus en plus vers des entreprises innovantes. Et pourquoi pas des entreprises de data. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est de l'ouverture. Sous forme d'association, sous forme de collaboration. Je pense que la Caisse d'épargne fait des choses très intéressantes. Il y a un incubateur très bien. Avec Novapulse. J'ai oublié le nom. Avec Novapulse. Voilà, Novapulse, par exemple. Mais cet exemple-là, il y en a un à Nantes, il y en a d'autres. La Caisse d'épargne en Rhône-Alpes en a un. On a la même chose avec la Banque Populaire du Nord à Lille, avec Euratech. Vous voyez, donc voilà. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas... Dans notre ADN, on est une banque régionale. C'est une somme de banque régionale. Donc on doit avoir une action locale sur la tech. Voilà, donc ça commence. Allez, on en prend une dernière. Là-bas, parfait. Vous parliez d'omnicanal et de simplicité. Pourquoi, quand on va au guichet d'une banque, on doit encore présenter un RIB ou une pièce d'identité alors qu'on peut s'authentifier sur son téléphone devant la personne d'accueil ? On n'a pas encore tout fini. Hein. On a les RIB encore sur les téléphones déjà. Non. On a en effet, si vous voulez, votre question est totalement juste et je pense que les conseillers en souffrent encore plus que les clients. Donc on a été très vite sur la digitalisation client depuis 2 ans en particulier. Et c'est vrai que là maintenant, on a besoin d'accélérer aussi très fort sur l'expérience client
en agence. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va toujours de plus en plus vite, et là le client est presque même en avance sur certains petits aspects comme ça, quoi. Et oui, c'est pour ça que, vous voyez, le vrai risque, mais je pense, mais vraiment, hein, le vrai risque, c'est que vous vous retrouviez avec un décalage entre le client et le vendeur. Bon, je sais pas, moi, je sais que j'en avais beaucoup parlé à l'époque avec les gens de la FNAC et Alexandre Bompard, etc., qu'il avait eu ce problème-là. Il y avait même enfin, je ne vais pas parler à la place de la FNAC, mais parfois même des vendeurs pouvaient décrier leur propre site web. Oui. Donc ça, c'est des trucs à éviter, quoi. Donc ça veut dire qu'on a un méga travail à faire. Et ça touche beaucoup la data, en fait. Parce que ce que vous dites là, sur le sujet là, des pièces justificatives, etc., c'est très, très lié à la data. C'est très, très lié à la data. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté qu'on a, mais ça, ce problème-là, on l'a dans toutes les grandes entreprises qui se sont créées il y a longtemps, c'est qu'en fait, souvent, la data, elle s'est construite par silos. Et elle ne communique pas entre les silos. Alors typiquement, nous, on peut avoir de la data pour le commerce, on peut avoir une data différente pour certaines filiales qui font du crédit conso, ou pour d'autres ou pour d'autres équipes qui font des risques. Enfin, vous voyez. Donc là, on a un sujet qui est que le digital, ça casse les silos. Et le premier vecteur de transversalité, ça va être que vous ayez des gisements de data qui soient multi-métiers. Voilà. Et typiquement, là, ce que vous touchez du doigt, c'est exactement ça. Donc voilà, ça veut vous dire, je pense que là, on en a pour du temps, mais ça va prendre du temps, mais il faut faire plein de petites choses bien. Donc avant la fin de l'année 2019, vous n'aurez plus à présenter votre RIB au guichet. On est d'accord? Non, je ne savais pas que Laurent Mignon, qui est mon chef, Laurent sort de ce corps. Mesdames et messieurs, merci à vous, Yves Tirode. Merci beaucoup. Et on peut vous applaudir. Merci.